Et bien après cette bonne motivation, nous voici dans les rappels avec quelques généralités. Donc tout d'abord, rappelons qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base. Alors, voici la définition d'un acide et d'une base selon Brønsted. Donc le chimiste danois, Johannes Brønsted, propose en 1923 une définition des acides et des bases comme suit. Un acide, c'est une entité, c'est-à-dire un ion ou une molécule, qui peut céder un ion H+, donc qui peut céder un proton. Et une base, c'est une entité, ion-molécule, qui peut accepter cet ion H+, donc le proton. Un couple acide-base, eh bien un couple acide-base sera l'association de deux espèces conjuguées. On peut passer de l'une à l'autre par simple échange d'un proton. Lorsqu'un acide cède un proton, il se transforme en sa base conjuguée. Lorsqu'une base accepte un proton, elle se transforme en son acide conjugué. Les couples sont toujours notés dans l'ordre acide à gauche, barre, base à droite. Alors, quelques exemples de couples acide-base pour commencer. NH4+, est l'acide conjugué de NH3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ion ammonium, c'est l'acide conjugué de l'ammoniac. NH3 est la base conjuguée de NH4+. D'accord? Donc ici, NH4+, a perdu un proton pour devenir la base conjuguée, et NH3 prend un proton, ici, pour devenir NH4+. Ces deux entités forment donc le couple NH4+-NH3. Alors, un autre exemple, eh bien l'eau. L'eau participe à deux couples acide-base. D'un côté, il y a le couple acide-base H3O+, H2O, donc ça s'appelle l'ion oxonium et l'eau elle-même. Et puis de l'autre côté, on va avoir le couple acide-base, où l'eau, cette fois-ci, joue le rôle d'un acide, alors que là, elle jouait le rôle d'une base. C'est le couple H2O, HO-, avec HO- qui est l'ion hydroxyde. Voilà. Donc on le redira par après, mais une substance qui participe à deux couples, d'accord, qui peut être à la fois un acide et à la fois une base, c'est ce qu'on appelle un amphotère. Ok, bon, voici déjà une petite série de généralités. Que nous propose la suite? Alors, la réaction acide-base en tant que telle. Une réaction acide-base, c'est donc un échange d'un ion H+, donc échange d'un proton, entre un acide, qui donne ce proton, et une base, qui reçoit. La réaction de l'acide nitrique avec l'eau. L'acide nitrique, c'est HNO3. Donc, HNO3 plus H2O donnera NO3- plus H3O+. Donc on a l'acide qui se transforme en sa base conjuguée, et la base ici qui est l'eau, qui se transforme en son acide conjugué, qui est l'ion oxonium. Une autre réaction, eh bien c'est la réaction de l'ion amidure NH2- avec l'eau. On va avoir O plus NH2- qui donne HO- plus NH3. Dans ce cas-ci, l'eau joue le rôle de l'acide, NH2-, l'ion amidure, joue le rôle de la base, et l'eau se transforme ici en sa base conjuguée qui est l'ion hydroxyde, et l'ion amidure se transforme en son acide conjugué qui est l'ammoniac. Remarque numéro 1. Une réaction acide-base implique toujours deux couples, acide-base différents. D'accord? Donc ici on a un couple acide-base, là on a un couple base-acide différent. Donc la réaction chimique fait intervenir des conjugués qui viennent de substances différentes. Remarque numéro 2. On appelle ampholyte une entité pouvant se comporter soit comme un acide, soit comme une base, selon les situations. Donc l'eau est un tel exemple. L'eau est un exemple d'ampholyte. On dit aussi amphotère. Identifier un acide et une base, comment fait-on? Eh bien, il faut repérer dans l'équation bilan de la réaction acide-base celui qui a cédé le proton et celui qui l'a reçu. Alors, celui qui a cédé le proton, c'est l'acide. Celui qui l'a reçu, c'est la base. C'est tout simple. Voilà, voilà. Quoi de plus? Ah, vous êtes impatient de savoir, hein? Alors, des réactions totales et des réactions limitées. Donc, nous venons de voir des réactions chimiques, et nous allons voir maintenant quand est-ce qu'elles sont totales ou limitées. Donc, définition d'une réaction totale. Une réaction totale se fait jusqu'à épuisement du réactif limitant.
Donc il y a un des réactifs qui disparaît totalement. Voilà, c'est le réactif limitant. Et quand il a totalement disparu, la réaction est totale. Exemple de combustion du méthane. Le méthane, c'est CH4, d'accord? Sa combustion, donc, c'est sa réaction chimique avec du dioxygène. Et on a donc que CH4 plus 2O2 va donner dans cette réaction du CO2 plus 2H2O. Donc va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Eh bien, lorsque la réaction est totale, cela est indiqué dans l'équation bilan par une simple flèche, comme ceci. Donc il y a ici un des réactifs qui a complètement disparu. Alors, si on fait de la combustion du méthane dans l'air, dans l'air, il y a toujours suffisamment de O2, donc cette substance ici est en excès, donc le réactif limitant va être le CH4, et donc quand on aura brûlé tout le CH4, la réaction sera totale, il y aura donné du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, une réaction limitée. Eh bien, une réaction est dite limitée si en fin de réaction, aucun réactif n'a complètement réagi, donc n'a complètement disparu. Dans l'équation bilan, on utilise alors les doubles flèches. Une flèche vers la droite et une flèche vers la gauche pour bien montrer que puisqu'un réactif n'a pas complètement disparu, ça veut dire que les réactifs peuvent donner des produits, mais inversement, les produits peuvent redonner quelque part des réactifs. À ne pas confondre avec le signe égal qu'on fait dans une demi-réaction redox. Rappelez-vous de ça dans premier S. Remarque, lorsqu'on ne sait pas si la réaction est totale et limitée, eh bien on met toujours une double flèche. Exemple, un petit exemple ici, c'est la réaction de l'ion ammonium sur l'eau. Donc l'ion ammonium c'est NH4+, l'eau c'est H2O, d'accord? Ça réagit ensemble pour donner du NH3 plus du H3+. C'est bien une réaction acido-basique, d'accord? Voilà l'acide qui se transforme en sa base conjuguée et une base qui se transforme en son acide conjugué, d'accord? L'ion ammonium cède un proton, l'eau gagne ce proton. En fin de réaction, il y a toujours des ions ammonium qui n'ont pas réagi avec l'eau restante. Et donc, cette réaction est limitée. Alors, nous allons maintenant parler de l'état d'équilibre. Lors d'une réaction limitée, l'état d'équilibre est atteint lorsque les concentrations des espèces, réactifs et produits, n'évoluent plus. D'accord? Donc, on a les doubles flèches, la réaction peut avoir lieu de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Eh bien, quand ça n'évolue plus, on dit qu'on a atteint l'état d'équilibre. Les deux réactions inverses s'y produisent simultanément à la même vitesse. Déplacement d'équilibre. Évidemment, cet équilibre est peut-être précaire, on peut le déplacer. Donc si l'on modifie la concentration en une ou plusieurs des espèces, l'équilibre est déplacé. A plus B donne C plus D, et vice-versa. Si l'on ajoute les espèces C et ou D au milieu réactionnel, l'équilibre est déplacé dans le sens de la production des espèces A et B, et inversement. D'accord? C'est assez intuitif d'ailleurs, hein. Si on augmente la concentration en C et D, ceux-ci vont réagir pour donner A plus B. Inversement, si j'augmente les concentrations en A et B, ils vont réagir pour redonner du C et D. Si par contre on retire les espèces C et ou D au milieu réactionnel, l'équilibre est déplacé dans le sens de la production de ces espèces. D'accord? Donc si on diminue la concentration en C et D, eh bien A et B vont réagir pour redonner ces espèces. Ok? Et inversement de nouveau. En d'autres termes, lorsque l'on perturbe un équilibre chimique en modifiant la quantité de matière d'une espèce qui participe, l'équilibre est déplacé dans le sens qui va tendre à compenser partiellement la modification apportée. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe de Le Châtelier. Alors, dans l'équilibre acido-basique, ce qu'on a, c'est que certains acides ne réagissent pas totalement avec l'eau. L'équation de la réaction s'écrit alors avec une double flèche. Donc dans ce cas-là, on aura un acide AH plus de l'eau, qui va donner la base conjuguée, plus les ions oxonium, mais avec une double flèche, parce que la réaction étant pas totale, on peut avoir évolution d'un côté ou de l'autre, et le système est atteint quand les flux vers la droite ou vers la gauche sont égaux. Donc si on ajoute de l'eau ou de l'acide à une solution d'acide faible, on déplace l'équilibre dans le sens de la production de A-, d'accord, donc de la base conjuguée de cet acide, et de l'ion oxonium.
suivant l'arrêt qu'on vient de voir du déplacement d'équilibre. Voilà, c'est clair tout ça, j'espère. Ah ben, je vous le souhaite. Sinon, hop, vous faites un petit retour en arrière et vous me réécoutez. Avec un peu de chance, ça va se clarifier. Enfin, on va passer maintenant à ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. C'est une réaction, la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Deux molécules d'eau peuvent parfois réagir entre elles. On va par exemple avoir de l'eau liquide avec de l'eau liquide qui réagit pour donner des ions oxonium en solution aqueuse plus des ions hydroxyde en solution aqueuse. D'accord? Eh bien, cette réaction où l'eau réagit avec l'eau pour donner ça, qui est, comme on le voit, une réaction limitée, puisqu'elle peut avoir lieu dans les deux sens, s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. C'est une réaction très limitée. Dans de l'eau pure à 25 degrés, la concentration en ions H3O+, et HO- résultant de cette réaction est de 10-7 moles par litre. D'accord? Donc c'est très peu. Les ions H3O+, s'appellent les ions oxonium. Bon, je le dis depuis le début de la leçon, c'est pas grave. Et les ions HO-, on le précise, s'appellent des ions hydroxydes. Alors, grâce à cette réaction, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Remarque, lorsqu'on note entre crochets la formule d'une espèce chimique, on parle de sa concentration. Donc la notation ici, H3O+, pris entre des crochets, signifie concentration de H3O+, donc concentration en ion oxonium. Et ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, d'accord, c'est le produit des concentrations en ion oxonium par la concentration en ion hydroxyde. D'accord? Donc c'est le produit des concentrations des espèces qu'on a ici dans le membre de droite, dans la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Ce produit ionique de l'eau, qu'on note Ke, a une valeur identique dans toutes les solutions aqueuses, quel que soit leur pH. Il ne dépend que de la température de la solution. Ke est égal à 10-14 à 25 degrés. D'accord? Et Ke n'a pas d'unité. Alors attention, le produit ionique de l'eau, Ke, sert à calculer la concentration en ion hydroxyde si l'on connaît la concentration en ion oxonium d'une solution aqueuse, et réciproquement. Donc ça sert à quelque chose ce Ke. On vient de parler du pH juste avant en disant que le Ke ne dépendait pas du pH de la solution, mais qu'est-ce que le pH encore? Alors le pH d'une solution dépend uniquement de la concentration en ion oxonium, H3O+. Il est défini par pH, c'est moins le logarithme en base 10 de la concentration en ion oxonium. Donc, si je renverse cette équation, et connaissant la réciprocité entre le logarithme en base 10 et la fonction 10 exposant x, eh bien j'aurai que la concentration en ion oxonium, c'est égal à 10 exposant moins le pH en moles par litre. Alors le pH lui-même se mesure avec un pH mètre ou du papier pH. Bon, tout ça vous le savez maintenant depuis quelques années. Et plus le pH est bas, plus la solution est acide. Plus le pH est élevé, plus la solution est basique. Une solution neutre, dans le sens acido-basique, a un pH de 7 à 25 degrés Celsius. Un pH bas ou élevé est dangereux pour les yeux et les muqueuses. Un pH très bas, plus petit que 2, ou très élevé, plus grand que 10, est également dangereux pour la peau. Attention. Il convient donc toujours de se protéger, avec des lunettes, toujours, et des gants, si nécessaire. Alors, pour calculer un pH à partir de la concentration en ion hydroxyde H-, il faut d'abord déduire la concentration en ion H3O+, grâce au produit ionique, Ke. Voilà. Alors, ça va toujours? Vous tenez le coup? Ah, il faut, parce qu'il y a encore quelques petits morceaux. Alors, nous attaquons ici les acides et les bases forts. Définition. Un acide est dit fort s'il réagit totalement avec l'eau. C'est-à-dire que l'acide plus l'eau donne la base conjuguée plus des ions oxonium et ça réagit totalement. Donc j'ai une simple flèche. Il y a l'acide qui réagit totalement. Il disparaît complètement. Même définition pour une base forte. Dans ce cas-là, on n'aura que la base plus de l'eau,
donne son acide conjugué BH+, plus les ions hydroxyde, ou bien on aura cette réaction-ci, mais dans les deux cas, c'est une simple flèche, c'est-à-dire que la base réagit totalement, il n'y en a plus à la fin. Autrement dit, une quantité N de base forte introduite dans une solution fait apparaître une quantité N d'ions hydroxyde. La simple flèche indique donc bien que la réaction est totale. Alors, quel est le pH d'un acide fort et d'une base forte? Alors, pour un acide fort, puisqu'il réagit de manière totale avec l'eau, la concentration initiale en acide, C, est égale à la concentration finale en ion oxonium, H3O+. Ceci implique la relation suivante, c'est que le pH à la fin, donc ce sera égal à moins logarithme de C, de la concentration en acide qu'on avait au départ. Pour la base, puisque la base forte réagit totalement avec l'eau, la concentration initiale en base C est égale à la concentration finale en ion hydroxyde. Alors quelques exemples de bases fortes courantes. La soude. La soude, ou ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium, NaOH, ça donne des ions Na+, plus des ions hydroxyde, de façon totale. La potasse, ou l'hydroxyde de potassium, KOH, se transforme intégralement en ion K+, et en ion hydroxyde. De plus, comme le produit ionique de l'eau, comme on l'a vu, c'est égal à la concentration en H3O+, fois la concentration en HO-, et c'est égal à 10 exposant moins 14 à 25 degrés Celsius, on obtient la relation suivante, c'est-à-dire que le pH, ce sera égal à moins le logarithme du produit ionique de l'eau divisé par C, divisé par la concentration en base qu'on avait au début. Donc voilà comment déterminer le pH à partir d'une base lorsque cette dernière réagit totalement. Remarque, il y en a deux. Ces deux formules sont valables pour des concentrations dites usuelles ou pour des solutions dites diluées. C'est-à-dire que la concentration C de l'acide ou de la base doit être comprise entre 10-6 et 10-1 mol par litre. Deuxièmement, deuxième remarque, ces formules ne sont pas fondamentales, car elles découlent de la définition même du pH et d'un acide ou d'une base forte. Donc, dans les deux cas, évidemment, le pH c'est toujours moins le logarithme en base 10 de la concentration en ion oxonium. Mais dans ce cas-ci, comme la concentration en ion oxonium sera égale à la concentration en acide initiale, on a moins le logarithme en C. Pour les bases, on aura toujours que le pH c'est moins le logarithme de la concentration en ion oxonium. Et on va déduire la concentration en ion oxonium de celle en ion hydroxyde en utilisant le produit ionique de l'eau. D'accord? Sachant que C ici représente la concentration en base au départ qui sera égale à cette concentration en ion hydroxyde à la fin. Ok? Vous voyez bien l'origine de cette relation? Je l'espère. J'espère que c'est clair. Allez, on continue. Alors, on a des acides forts, on a des bases fortes. Que se passe-t-il maintenant quand on a une réaction entre un acide fort et une base forte? Eh bien, il y a un caractère total de cette réaction. Un acide fort dans l'eau n'existe que sous la forme A- plus H3O+. D'accord? Donc lorsque vous avez mis un acide fort dans de l'eau, puisqu'il réagit totalement, à la fin il reste ceci. Donc A- est un anion quelconque. Une base forte dans l'eau n'existe plus que sous cette forme-là. Effectivement, la base a réagi totalement, il ne reste plus que l'espèce X positive plus des ions hydroxydes, où X+ est un cation quelconque. La réaction entre une base forte et un acide fort se résume donc toujours à une réaction entre H3O+ et HO- qui donne 2H2O. C'est une réaction totale. Alors, le tableau d'avancement, si vous vous rappelez, il a été étudié en première S. N'hésitez pas à aller revoir la procédure, vous en aurez besoin, parce qu'on va utiliser évidemment des tableaux d'avancement pour voir l'avancement des réactions ici, donc des réactions acido-basiques. Alors, définition, on continue cette fois-ci, mais avec des acides et des bases faibles.
Alors, un acide est dit faible s'il réagit seulement partiellement avec l'eau. C'est-à-dire que lorsque je fais réagir l'acide AH avec de l'eau, il donne aussi l'ion A-, sa base conjuguée, plus des ions oxonium, mais la réaction peut avoir lieu dans les deux sens. D'accord? Donc c'est une réaction limitée. Pour la base faible, c'est la même chose. Il y a une réaction qui se fait seulement partiellement. Donc la base plus de l'eau donne bien son acide conjugué plus des ions hydroxydes, mais ça se transforme partiellement. La base ne disparaît pas complètement. Comment sait-on si un acide est fort ou faible et si une base est forte ou faible? Eh bien, à partir du pH, on va calculer la concentration en ion oxonium. Si la concentration en ion oxonium, c'est la concentration C de l'acide au départ de la réaction, alors l'acide est fort. Si la concentration en ion oxonium est plus petite que la concentration en acide qu'il y avait au départ, c'est que l'acide est faible et la réaction n'était pas totale. Pareil pour une base. À partir du pH et du produit ionique, on va calculer la concentration en ion hydroxyde. Si cette concentration est égale à la concentration C de la base, c'est qu'on avait une base forte. Si la concentration en ion hydroxyde est plus petite que la concentration de la base qu'on avait au début de la réaction, c'est que celle-ci n'a pas eu lieu complètement et donc elle est faible. Voilà. Avec ça, on passe maintenant à ce qu'on appelle des constantes d'acidité, une constante d'acidité. Alors, pour un couple acide-base donné, la constante d'acidité est définie par Ka, la constante d'acidité, c'est la concentration en H3O+, fois la concentration en A-, à l'état final, divisé par la concentration en AH, en acide. Et donc la valeur de Ka, attention, ne dépend que du couple acide-base considéré et de la température. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité pour cette constante, comme pour Ke, comme pour le produit ionique. Et l'indice F, après les concentrations, signifie qu'il s'agit des concentrations à la fin de la réaction, c'est-à-dire une fois l'équilibre atteint. Le pKa, quant à lui, est plus utilisé que le Ka. Le pKa, c'est égal à moins le logarithme en base 10 du Ka. Et donc, de nouveau, en inversant la relation et en tenant compte de la réciprocité des fonctions logarithme en base 10 et 10 exposant quelque chose, on a donc que le Ka, la constante d'acidité, c'est 10 exposant moins le pKa. Plus un couple acide-base a un pKa grand, plus l'acide est faible. Alors nous continuons ici avec les rappels sur ces acides et bases faibles, et nous avons le diagramme de prédominance. On dit qu'une espèce est prédominante sur une autre quand sa concentration est supérieure à l'autre. Donc d'après la définition de la constante d'acidité, un acide prédomine si son pH est plus petit que le pKa, et inversement. Un diagramme de prédominance est un axe de pH où figure le pKa du couple acide-base considéré. Et on y indique quelle forme prédomine à quel pH. Donc voici l'axe des pH. Voilà le pKa d'un couple acide-base considéré. D'accord? Lorsque le pH est en dessous du pKa, on voit que c'est l'acide qui prédomine. Et lorsque le pH est au-dessus du pKa, on voit que c'est la base qui prédomine. Enfin, lorsque le pH est égal au pKa, les deux formes du couple acide-base, l'acide et la base, sont en quantité égale. Alors, quelques exemples d'acides et de bases faibles. Les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques ont pour formule générale RCOOH. Donc le carbone fait une double liaison avec l'oxygène et une simple liaison avec OH et un radical ici. Donc un radical qui peut être un méthyle, un éthyle, un propyle, tout ce que tu veux. Voilà. Donc R représente un groupe alkyle, c'est-à-dire un morceau de molécule ne comportant que des carbones et des hydrogènes. Alors ces acides carboxyliques sont des acides faibles. Ils possèdent tous un groupe carboxyle, COH, et leur base conjuguée est l'ion carboxylate. Donc à la place du COH, ça va être une liaison avec un CO au moins, où on a perdu un proton. Donc l'acide perd un proton pour devenir la base conjuguée qui va être du RCO au moins.
Exemple, eh bien on a l'acide butanoïque, l'ion butanoate. L'acide butanoïque, c'est CH3, CH2, CH2, COH. On en a bien 4. 1, 2, 3, 4, c'est du butane. Et puis on a un groupement OAT, parce que c'est une fonction acide carboxylique, donc COH. Et la base conjuguée, c'est quand cet acide a perdu un proton, il y a un H+, qui est parti, et donc j'ai un CH3, CH2, CH2, CO-. Voilà. Alors on peut considérer les amines aussi. Les amines possèdent le groupe amino, NH2. Ce sont des bases faibles. Leur acide conjugué est ce qu'on appelle l'ion alkylammonium, RNH3+. L'ion éthylammonium et l'éthylamine par exemple. Alors, l'éthylammonium, l'ion éthylammonium, c'est CH3, CH2, NH3+. On voit bien que c'est bien un éthyle, il y a 1, 2 carbone. Et le groupement ici, ammonium greffé dessus, d'accord? Et l'éthylamine qui est là. Voilà donc un exemple d'acide et de base faible. Alors, pour finir avec tout ça, on en arrive à ce qu'on appelle les acides aminés, et même alpha-aminés. Donc ce sont des acides en fait carboxyliques, comme ceux qu'on vient de voir, avec un groupe amino sur le C adjacent, c'est-à-dire ce qu'on appelle en alpha, au carbone fonctionnel. Donc voilà ici la structure d'un acide alpha-amino typique. On a CH3CHC, alors c'est C d'un COH, d'accord? Donc ici on a bien un groupement carboxylique avec un carbone fonctionnel. Son carbone adjacent est là, sur lequel est fixée l'amine. Donc c'est le carbone en alpha par rapport à celui-là. C'est le carbone en alpha par rapport au carbone fonctionnel. Et donc ceci est ce qu'on appelle un acide alpha-aminé. Et ces acides alpha-aminés, ce sont les constituants élémentaires des protéines. Donc ils jouent un rôle très important effectivement dans notre corps. Alors, quel est le diagramme de prédominance d'un tel acide aminé? En fait, un acide aminé possède deux groupes d'atomes susceptibles de céder ou de recevoir un proton. Il appartient donc à deux couples acido-basiques. On va avoir d'une part le COOH qui est là, COOH qu'on écrit CO2H, qui va se transformer en CO2-, là il y a un proton qui est parti, et de l'autre côté, on va avoir autour de l'amine un NH3+, qui peut se transformer en NH2, d'accord? Donc on a deux couples acide-base, ce couple-là et ce couple-là. Et donc comme il y a deux couples acide-base, il y a deux pKa, et en fonction des valeurs relatives de ces pKa, on va avoir des formes qui dominent l'une sur l'autre. Alors, on le voit ici, sur l'échelle de pH qui est représentée. On va avoir le pKa1 qui est relatif, ici, au couple acide-base basé sur le carboxyle, et le pKa2, d'accord, qui est basé sur le couple acide-base de l'amine. Et donc, en dessous du pKa1, on a l'acide qui va prédominer, donc la forme acide en particulier du COOH, mais aussi la forme acide du NH3+. Au passage, après du pK1, eh bien, on attrape, entre guillemets, la forme basique, donc la base conjuguée, ici, carboxylate, du carboxyle qui était là. Par contre, NH3+, n'a pas changé. Mais au-delà de pK2, qui est la constante, hein, qui est le P de la constante pour l'amine, on va avoir que cette forme acide va se transformer en sa base conjuguée, d'accord? Et donc on aura une forme totalement basique ici. Donc on passe à l'acide, à une forme un petit peu intermédiaire où seulement une partie est passée basique, l'autre est toujours partie acide, et puis on est passé à la forme complètement basique. D'accord? Alors, dernier petit rappel, le pH est le milieu biologique, ce qu'on appelle une solution tampon. Alors une solution est appelée solution tampon si son pH varie peu par ajout modéré d'acide de base ou par dilution. D'accord? Donc elle fera effet d'un tampon. Milieu biologique, il est extrêmement sensible aux variations de pH. Il est régulé par des solutions tampons. La conformation des protéines dépend beaucoup du pH.
Et de cette conformation dépendent toutes les réactions biochimiques qui se passent dans le corps. Donc la moindre variation de pH dans un organisme peut donc avoir des effets létaux. D'accord? Létal, c'est qui peut entraîner la mort. Donc voilà, il faut être plutôt prudent avec ce genre de choses. Bon ben voilà, écoutez, on a fait un gros tour là sur tous les rappels avec les pH, hein, avec tous ces trucs entre guillemets sur les acides bases. J'espère que tout ça a été clair pour vous. D'accord? Si ça ne l'est pas, ben, n'hésitez pas à revenir en arrière de temps en temps sur certaines parties de la vidéo. Et puis pour la suite, ben, écoutez, je vous attends dans le quiz effectivement pour voir que vous avez maîtrisé un certain nombre de choses. Et à partir de la réussite de ce quiz, ben, nous pourrons aller vers la suite, c'est-à-dire les méthodes et les exercices. À bientôt!